comme à notre habitude, d'interrogation. Mali retrait acté de la MINUSMA vers une souveraineté effective. Nous nous interrogeons encore ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, surtout sur votre émission que vous aimez bien, Parole panafricaniste. Après 10 ans d'existence et sous la pression des autorités maliennes, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de mettre fin au mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, à compter du 30 juin 2023, la priant de commencer immédiatement la cessation de ces opérations et le transfert de ses tâches, ainsi que la réduction et le retrait de son personnel afin que le processus soit achevé le 31 décembre prochain, c'est-à-dire le 31 décembre 2023. En adoptant à l'unanimité la résolution 2690 en 2023, le Conseil de sécurité décide en outre que la MINUSMA est autorisée jusqu'au 30 septembre 2023 à répondre aux menaces imminentes de violence contre les civils et à contribuer à l'acheminement de l'aide humanitaire sous la direction de civils. Je vous lis là, justement, le communiqué et surtout ce qui se lit sur le compte du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution présentée par la France précise par ailleurs que la liquidation de la MINUSMA commencera le 1er janvier 2024 et qu'une unité de garde sera maintenue pendant la durée de cette liquidation afin de protéger le personnel, les installations et les biens de la mission. À l'instar des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Équateur, du Brésil et de la Suisse, le Japon a jugé regrettable le retrait de la MINUSMA, c'est ce qu'on lit en tout cas, au regard des nombreux défis auxquels le Mali et la région continuent de faire face. Comme de nombreuses autres délégations, il a appelé le gouvernement de transition du Mali au respect de l'accord sur le statut des forces jusqu'au départ du dernier élément de la mission. La Suisse et le Royaume-Uni se sont également inquiétés d'un calendrier de retrait précipité, ce dernier estimant que le Conseil de sécurité devait être prêt à le revoir si nécessaire afin d'accorder suffisamment de temps pour assurer un retrait sûr et ordonné. Et nous, sur le continent africain, nous se poser dans la question, pourquoi attendre, puisque, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, les autorités maliennes ont demandé sans délai de la MINUSMA de quitter le sol malien. Autre chose également, saluant le rôle fondamental joué par la MINUSMA pour sécuriser le Mali face à des défis sécuritaires colossaux, le Ghana au nom des A3, c'est-à-dire le Gabon, le Ghana et le Mozambique, a appelé à ne pas considérer le retrait de la mission comme la fin de l'engagement de la communauté internationale. Le Mali aura besoin de son appui pour combler les lacunes créées par le départ de cette présence internationale, a-t-il insisté, évoquant la mise en œuvre du calendrier électoral. Sur la même ligne, l'Équateur a rejoint l'Albanie et Malte pour appeler le gouvernement de transition malien à respecter l'accord pour la paix et la réconciliation en Mali et à assurer la tenue d'élections transparentes, libres et inclusives en vue de la restauration de pouvoir civil et démocratique d'ici mars 2024. À nous également de poser la question: de quoi se mêle-t-on? En tous les cas, le Mali avait demandé le retrait sans délai de la MINUSMA. C'était le 16 juin dernier. Et voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Mali retrait acté de la MINUSMA vers une souveraineté effective. Nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec, il est astrophysicien. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique. Donc, je t'écoute, Steve. Eh bien, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Professeur Jean-Paul Bellec, actuellement, on nous parle justement du retrait sans délai. En tout cas, le 16 juin dernier, il faut le préciser, le Mali avait demandé un retrait sans délai de la MINUSMA. Finalement, ce vendredi, eh bien, vendredi dernier, le Conseil de sécurité a pris une résolution actant justement, on va le dire ainsi, le départ de la MINUSMA avant la fin de cette année 2023. Bonne nouvelle ou alors il y a encore un truc derrière? Il y a forcément quelque chose derrière, mais c'est une bonne nouvelle. C'est les deux en fait. C'est une bonne nouvelle parce que le Mali a demandé le départ et puis la population le demande depuis très longtemps. Le départ de cette MINUSMA, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. S'ils ont fait quelque chose, c'était négatif dans le bilan. Hein. Je ne dis pas que dès le début c'était comme ça, mais globalement, c'est négatif. Le solde est négatif pour le Mali.
C'est pour ça, là, la population a demandé son départ. Eux, ils prétendent protéger la population. Encore aujourd'hui, bien qu'ils sont sur le départ, ils vont garder une petite unité. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est pas ce qu'ils font parce que la population demande leur départ. Alors, donc ça, c'est gagné, c'est acté, on va dire. Au moins, dans les mots tels que c'est formulé. Mais tu vois, en même temps, il faut être sur ses gardes. Parce que tu as vu tout ce qu'ils ont mis comme entourloupe, là. Oui, c'est il y aura une unité sur place. Oui. On va continuer à veiller pour les missions humanitaires, le personnel. Donc, le personnel sur place, est-ce qu'ils ont tout fait depuis qu'ils ont tourné Kazakh? Parce que le MINUSMA a eu 2 parties. On le rappelle pas souvent. J'ai eu l'occasion de le rappeler au moins dans certaines chaînes ici, panafricaines, mais je vais le redire. Le MINUSMA a eu 2 parties. Première partie, le chef d'un MINUSMA était un Tchadien. Et je me souviens qu'il y a des militaires de la MINUSMA qui sont tombés. Ils étaient à ce moment-là tous des Africains. Parce que ces gens dits de MNLA soutenus par la France avaient tiré sur la MINUSMA, parce qu'elle défendait justement la population. Et depuis ce jour-là, on a demandé à la MINUSMA de ne plus intervenir militairement. OK? Donc tout le reste, c'est du blablabla. C'est que lorsque la MINUSMA, au tout début de l'intervention en 2013, oui, la MINUSMA a eu cette action-là. Je dis que le chef, le général qui commandait la MINUSMA sur place était un Tchadien. Et les troupes étaient des Africains. Eux, ils ont défendu la population à ce moment-là. OK? Et on a tué des militaires. Donc, ils se sont retrouvés, ils sont restés plusieurs jours, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur caserne. L'ordre venait de l'ONU. Ensuite, ils ont mis un général français. Depuis ce jour-là, tout s'est gâté. Bon, il y a eu des alternances de généraux, mais tous, on sait très bien qu'ils jouaient déjà pour le camp occidental. Voilà. Donc, à ce moment-là, la MINUSMA devient maintenant cheval de Troie. Ils sont là, et même Janus, ils montrent un visage, mais c'est autre chose. C'est un cheval de Troie parce qu'ils ont l'œil sur le terrain, ils renseignent les terroristes et les armes, ils les soignent, comme ils font au Congo d'ailleurs avec la MINUSCO. Oui. Voilà. Donc, et même à RCA avec la MINUSCA. Voilà. Donc, ça c'est bien. Mais il va falloir que le gouvernement malien soit très vigilant cette fois-ci. Oui, sur ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'ils veulent traîner les pattes. Si tu regardes, ils disent que et les Ghanéens, c'est tous des traîtres. Les Mozambicains, c'est des traîtres. J'ai écouté. Le Gabon, le Mozambique. Des traîtres. J'ai écouté le Mozambique en tout cas. Oui. C'est un traître. C'est-à-dire que son langage, c'est pas différent de celui d'un occidental. Et même lui, c'est encore grave parce que c'est un Africain. Et le Gabon? Oui, le Gabon aussi. Mais en tout cas, le Mozambicain, je l'ai entendu. Oui. Je l'ai écouté. Voilà, l'ONU, là, j'ai écouté. Donc, je peux au moins être sûr de ce qu'il a dit. Les Gabonais, comme c'est les 3 A, non? Oui. Pas notre 3 A à nous, mais... Ils ont dit A3, dans tous les cas. Oui, 3 A. Ils ont dit A3. Bon, OK. Donc, Gabon, Ghana et Mozambique. C'est A3. Ils ont surnommé A3. A3. Alors, ces A3-là, ils chantent la même chanson. Donc, si j'ai écouté le Mozambicain, je te rejoins. Le Gabonais ne doit pas dire différemment. Le Ghanéen non. Peut-on faire le bilan, justement, de la MINUSMA 10 ans après? Parce que jusqu'à preuve de contraire, le Conseil de sécurité ne nous fait aucun bilan pour demander en tout cas le retrait de cette force. Pas de bilan, on va dire que c'est quoi? Le bilan est négatif, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Globalement négatif. Pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité ne le fait pas? Le Conseil de sécurité, l'ONU même, c'est un machin. C'est un machin qui joue pour le camp occidental, à commencer, d'ailleurs c'est implanté aux États-Unis. Oui. Je ne vais pas rappeler l'histoire, bon ok rapidement. Sur un terrain concédé par les Rockefeller, dont on sait que Rockefeller c'est les 13 familles, voilà. Et les États-Unis sont là, ils font pression. Aussi, ils sont capables de faire pression quand tu es hors de leur sol. C'est quand tu es sur leur sol qu'ils font pas pression. Ils manipulent tout ça. C'est les mêmes gens qui ont... Quelqu'un qui, à la base, au départ, est censé être de leur camp. Oui. Pour peu qu'il ait eu quelques velléités, qu'il a emmené à toucher au dollar, dans cette projection en tout cas, on lui a monté une affaire, de Dominique Strauss-Kahn. Et donc, ils n'ont pas pitié même de quelqu'un de leur camp qui ne marche pas comme ils veulent. Et l'affaire a été montée où? À New York. Où se trouve l'ONU? À New York. Donc, voilà. Non, l'OTAN est manipulée. Bah, attends, si l'OTAN n'était pas manipulée par le camp occidental, à commencer par les États-Unis, et comme explique les interventions en Irak, est-ce que tout le monde est d'accord? Pas du tout. Alors, surtout la deuxième. Même la première, est-ce que tout le monde est d'accord? Mais la deuxième, c'est sûr. Il y avait même des gens du camp occidental qui étaient contre, comme la France. Et comme explique la Libye, ils ont outrepassé le mandat, non? Même en Syrie. Même en Ukraine actuellement, l'action de l'OTAN en Ukraine, autant dit États-Unis et tout le camp occidental là, est-ce que c'est une action qui a été validée par l'ONU? L'ONU n'a jamais dit intervenir en Ukraine en apportant une aide quelconque. Non. Donc ces gens-là, ils manipulent l'ONU. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, il travaille pour le camp occidental.
Donc, c'est celui qui a promis aux Africains 2 fois de suite des morts de Covid-19 par million. OK. Donc, on comprend la politique. J'aimerais être un peu plus physicien aujourd'hui. Oui. Voilà. D'abord, comment ça marche? Je signale qu'en ce qui me concerne, je suis à la fois théoricien et expérimentateur. Et même technicien. C'est-à-dire que je peux même faire la bricole. Donc, j'ai cet avantage-là, parce que de nos jours, les gens sont trop spécialisés. Il y a les théoriciens, les expérimentateurs, et puis l'ingénierie. Bon, moi, j'ai cet avantage. J'ai les 3 casquettes, surtout théoricien, très haut niveau, je signale. Les publications sont là, on peut vérifier sur le net. Et expérimentateur à un niveau que je maîtrise quand même. C'est-à-dire que je ne suis pas mauvais. Voilà. Je ne peux pas dire très haut niveau parce que là, non. Mais je fais des expériences et je connais un peu le terrain de l'expérimentation. Voilà. Et quant au côté technique, j'ai déposé mes premiers brevets d'invention, j'étais encore étudiant. Et l'année où j'ai déposé, l'année suivante, j'ai eu le premier brevet d'invention, direct, sans aucune opposition. Dispositif de mesure de réactance. C'est un dispositif électronique. Voilà. Donc, je vais donc parler en physicien, si tu me permets. Allez-y. Le brevet, ça date de 1987. Alors, donc, je dis que, en physique expérimentale, lorsque je joue sur un paramètre, d'ailleurs, la règle d'or, c'est de jouer sur un paramètre à la fois. Pourquoi? Parce que, à chaque fois qu'on joue sur une grandeur, qui est la cause, il y a un effet sur le système sur lequel on est en train de jouer. Ce système, si tu introduis 2 causes différentes, tu ne sauras pas, parce qu'à chaque cause qui agit sur le système, il y a une réponse du système. Si tu donnes 2 causes à la fois, tu auras du mal à interpréter si c'est un phénomène nouveau. Est-ce que la réponse là, lequel des 2 causes a joué, avec quelle proportion, tu ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Quand on ne connaît pas un système, une cause, et on regarde quel est son effet. Deuxième cause, son effet. Maintenant, si on veut combiner les causes, on peut, et là on commence à mettre les proportions dans la part qui est de l'effet. OK? Alors maintenant, il y a beaucoup de causes ont agi au Mali. Donc, par exemple, la MINUSMA, son action est une cause sur le système qui est le Mali. Oui. La population malienne, voilà, le terrain malien. OK? On a vu les effets. OK? Donc maintenant, si tu me demandes le bilan, c'est les effets qu'on voit, non? Oui. Sur le terrain. D'ailleurs, dans ton énoncé, il y a le mot effectif, souveraineté effective. Oui. Je vais y revenir. Comment moi, en tant que physicien, j'entends le mot effectif? Bon. Alors, donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Si je veux savoir si le bilan de la MINUSMA est positif, mais il faut que j'enlève d'abord l'action de la MINUSMA pour voir quel changement ça produit. Donc, la décision là est bonne. Malheureusement, ils sont encore là. Ils auraient dû partir dans les 10 jours, par exemple, pas plus. Bon, mais bon, on va donc voir avec le temps. Ils ont déclaré que c'est jusqu'au 31 décembre prochain. Puisqu'ils partent lentement, on va voir lentement, Oui. au rythme de leur départ, si la situation sécuritaire au Mali fait un bond, en tout cas, même petit bond, une amélioration. Si ça fait une amélioration, dont l'action de la MINUSMA était négative. OK? Si c'est le contraire, peut-être là, ils ont raison. Mais moi, je te parie que ça va faire un bond. Pourquoi? Parce que le départ de l'armée française, l'armée malienne a pris les choses en charge et au niveau sécuritaire, ça s'est même beaucoup amélioré. Il y a eu un super bond. Donc, je pense que là, on va voir dans les prochains jours, on va voir qu'au fur et à mesure que le gouvernement malien de transition prend possession du contrôle du terrain sur le plan sécuritaire et que la MINUSMA est de moins en moins gênante, tu vas voir que les choses vont s'améliorer. Par exemple, les terroristes auront moins de renseignements, donc ils auront moins d'actions. Ils vont même peut-être fuir. On va les attraper en plus grand nombre. Pour ceux qui vont rester sur le terrain. Tu vas voir. C'est là que tu verras le bilan de la MINUSMA. OK? Voilà. Ça, c'est du point de vue physique. Voilà. J'attends l'autre, où tu me relances, où il y a d'autres questions pour que je commence le mot effectif. Justement, commençons. Est-ce que cette souveraineté effective, sera-t-elle effective après le départ de la MINUSMA? Très bien. Eh ben, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des constantes effectives. Par exemple, d'ailleurs, en 2003, j'ai été cité parmi les travaux les plus marquants en astrophysique de l'année. Oui, 2003. C'était sur la constante de structure fine, au niveau cosmologique, les variations de cette constante. Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que ça varie vraiment? Sur le plan cosmologique. C'est-à-dire que l'univers pris dans son ensemble. OK? On regarde comment cette constante s'est comportée dans le temps cosmique. Le temps cosmique, c'est le temps propre à l'univers. C'est pas ton temps à toi ou à moi ici, là, Steve. Temps local. C'est le temps qui raconte l'histoire de l'univers pris dans son ensemble. On appelle ça le temps cosmique. Alors, j'ai été cité avec ce travail-là. C'est bourré d'équations, hein, et des courbes. Voilà. Mais, et d'ailleurs, j'ai eu à attaquer à ce moment-là parce qu'il y a une contrainte du fait du phénomène de Oklo, qui est au Gabon. Voilà. Oklo, là où il y a eu une réaction nucléaire naturelle qui a duré de 100 000 à 200 000 ans. Voilà. Alors, qui s'est passé il y a 1,8 milliard d'années environ. Alors, donc, la constante effective, que ce soit de gravitation, j'ai beaucoup travaillé dessus, ou la constante structure fine,
Le mot effectif veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie constante. Mais il y a un environnement qui implique ce que nous on appelle en physique des champs, qui ont une influence sur la mesure de cette constante. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, la constante est réellement constante, elle existe. Par exemple, si j'ai dit la constante de gravitation, j'ai bien dit constante. Donc c'est une vraie constante, c'est quelque chose d'invariant dans le temps et dans l'espace, dans tout l'univers. Ok? Quel que soit l'endroit où on se trouve, ça doit avoir la même valeur. Voilà. Indépendamment du temps, du lieu. Idem pour la constante de structure fine. Elle, la gravitation, tu as compris, ça règle la gravitation en notre grand G, big G. Mais l'autre, c'est alpha, la constante de structure fine. Elle règle l'intensité des interactions électromagnétiques et leur importance. Alors, donc, ce qui se passe là, c'est que prenons la constante de gravitation, par exemple, lorsque les gens font des mesures de plus en plus précises, Steve, c'est-à-dire que je reviens en arrière pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, 42, même il y a eu des mesures précises déjà, qui étaient publiées. Et puis, je fais le balayage jusqu'en disant 2000, la dernière fois j'ai fait ce calcul, 2021. Sur toute cette période-là, des gens ont mesuré la constante de gravitation avec de plus en plus de précision, parce que les laboratoires sont spécialisés. Ils ont des outils plus fins, plus précis. Mais si au départ, quand on faisait les mesures, on avait l'impression que c'est une constante. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais une mesure en physique, il y a une incertitude. Tu ne peux pas dire j'ai mesuré 2 avec une unité, 2 unités. Ok, tu peux pas dire ça. Les gens vont rigoler, c'est que tu n'as rien mesuré. Une mesure en physique, c'est 2 plus ou moins quelque chose. Quelque chose plus ou moins là ne peut pas être égal à 0. Parce que rien n'est parfait. Rien que le fait de faire la mesure, tu perturbes ton système. Donc, n'est pas dans l'état, il devait être normalement. Tu l'as perturbé. Donc, il y a une incertitude. Tu ne sais pas dans quel sens ça va. En plus ou en moins. Donc, il y a toujours une incertitude. OK? Donc, quand au départ, par exemple, des années 40 jusqu'aux années 70, on fait ces mesures, on peut avoir l'illusion qu'il y a une constante de gravitation. Parce que les barres d'incertitude sont très grandes. Dans les instituts se recouvrant, on peut dire qu'on mesure la même chose. Mais lorsqu'on commence à affiner, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, on s'attend à ce qu'en affinant, on converge sur la même valeur. Toutes les incertitudes, toutes les mesures, les moyennes, donnent la même valeur. Justement, si on fait une statistique sur l'ensemble, avec une meilleure précision. Okay? Eh bien, c'est le contraire qui s'est passé. Au fur et à mesure que chaque laboratoire gagnait en précision, il y avait discordance. Okay? Donc, en anglais, on dit discrepancies. Il y avait des discordances. Voilà. C'est-à-dire que si tu prends l'ensemble des mesures faites dans le monde, dans les laboratoires les plus précis, et tu veux en tirer une moyenne, c'est catastrophique. Là, tu te demandes, est-ce qu'on mesure la même chose? Donc, il y a une explication, moi j'en ai donné une, c'est la même pour la constante de structure fine, moyennant une influence d'un champ, qui permet de comprendre pourquoi c'est varié. Parce que il y a un champ, je ne vais pas détailler, par exemple, c'est l'excité, le magnétisme, tout ça, on appelle ça l'électromagnétisme. Les champs impliqués sont des champs vectoriels, c'est-à-dire qu'ils ont une direction, une valeur, un sens. Mais là, le champ qui joue là, c'est un champ scalaire. C'est-à-dire qu'il n'a ni direction, ni sens, il a juste une valeur. OK? C'est ça qu'on appelle un scalaire. C'est un simple nombre, mais qui dépend du lieu et du temps. Voilà. Et donc, ici, le champ scalaire en question, il perturbe la mesure. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas la vraie constante. Pas malheureusement, il se trouve que ce champ est influencé par le champ magnétique local lorsqu'on parle de constante de gravitation. Et comme le champ magnétique local n'est pas le même partout, ça influence le champ qui, lui, dans la tête de gens qui croient mesurer une vraie constante, parce qu'ils ne tiennent pas compte de ce champ, donnera des valeurs différentes. C'est ça effectif. Donc, la constante qu'on mesure, c'est la constante effective et pas la vraie constante. Donc, quand on tient compte de ça, mais on a concordance. On sort la vraie valeur de la constante de gravitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les Maliens ont fait jusqu'à présent, ils ont fait leur lutte intrinsèque par eux-mêmes. OK? Oui. À l'instant T. Bon, il y a encore beaucoup à faire là-bas. Mais, il y a l'influence extérieure, les champs extérieurs là, qui vont jouer sur le terrain. À savoir, malgré qu'on dit que la MINUSMA part, ils sont encore là jusqu'au mois de décembre. À savoir la Mauritanie, G5 Sahel, les traîtres, qui ont des accords avec l'OTAN. Et le Niger, où il y a des troupes de l'OTAN stockées là-bas, là, en prépositionnement. Parce que quand la France quitte le Mali, ils vont au Niger. Et le Tchad, bon, les voisins immédiats, c'est Burkina Faso, qui lui est engagé avec le Mali, mais la Mauritanie, qui elle est dans l'OTAN. Ils ont encore signé au mois de juin un accord avec l'OTAN, pendant que nous on signe des accords, nous, le Cameroun et d'autres pays avec la Russie, eux c'est l'OTAN. Je ne crois pas que l'OTAN et la Russie sont dans le même camp. Voilà. C'est des camps opposés. Parce que la Russie c'est le multilatéralisme, quant à l'OTAN c'est l'unilatéralisme, l'Occident qui dicte sa conduite et commandé par le chef qui s'appelle les États-Unis où se trouvent les 13 familles. Bon, alors, et le Maroc, ok? Le Maroc, un peu plus loin du Mali, mais le Maroc a une influence aussi. À travers la Mauritanie,
ça transite. Le Maroc est un partenaire privilégié de l'OTAN. Non, la Mauritanie est un partenaire privilégié de l'OTAN depuis 1995. Quant au Maroc, c'est carrément un allié de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est au-dessus de la Mauritanie. C'est carrément un allié de l'OTAN, le Maroc. Voilà. Et depuis, je ne sais pas quand. Peut-être depuis Hassan II même. Bon. Alors, donc quand on prend... Et puis le Burkina, qui s'engage dans la même voie que le Mali, puisqu'on voit qu'ils prennent l'exemple sur le Mali. Mais le problème, c'est que le Burkina fait encore partie du G5 Sahel. Donc, peut-être que c'est l'œil du Mali là-bas. Et mais si c'est ça, c'est bon. Il ne faut pas aller au-delà. Bon, donc le Burkina, je laisse. On va prendre ça dans ce sens-là. Mais la Mauritanie, c'est pire qu'un cheval de Troie. La Mauritanie. Le Niger, n'en parlons pas. Donc, il pourra avoir des coups bas dans les jours à venir. C'est que j'entends souvent certains dire qu'il y a alliance avec l'Algérie, avec la Mauritanie, qui soutiennent le Mali. D'accord pour l'Algérie, mais certainement pas la Mauritanie. Il faut se méfier. Vous ne croyez pas à la Mauritanie? Non. D'ailleurs, quand on regarde l'historique des événements, quand le MNLA a commencé à agir au Mali, ok, il y a eu beaucoup de réfugiés en Mauritanie. Et c'était pas n'importe quel réfugié, c'était pas n'importe quel Malien, c'est des réfugiés de Touareg. Donc quand tu vas dans un camp là-bas, tu ne sais pas comment on te manipule. Professeur Jean-Paul Bellec, je pose quand même cette question. Ils vont quitter le Mali pour aller où? Alors on va encore jouer le même rôle que la France a joué avec Barkhane. Dès qu'on quitte, on se retrouve directement au Niger. Ben, je suis en train de le dire, bon. Si l'œil n'est pas ouvert, oui. En fait, plus que jamais, le gouvernement de transition malien doit être plus militaire au niveau de la défense de la nation. Plus que jamais. C'est-à-dire que s'ils étaient armés une fois, il faut qu'ils s'arment 10 fois. Plus que jamais, il faut être même prêt à porter la guerre à l'extérieur en influençant ces pays voisins, puisque eux ne se gênent pas. En d'autres termes, par exemple, dans le cas de la Mauritanie, qui continue à maintenir de l'esclavage des Noirs. Oui. Je signale que l'Afrique, c'est l'Afrique noire. Ok? Peut-être qu'on va commencer à dire à chaque fois noir, comme disait chez Kanta Diop, pour rappeler aux gens. Parce que quand on dit Afrique, bien nous pensons l'Afrique dans sa totalité, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, tels qu'ils sont aujourd'hui, l'Afrique du Sud, et tout ça là, le Congo, bien sûr nous tous là, le Cameroun, tout ça c'est l'Afrique, tout le continent africain. Mais peut-être que c'est mieux de commencer à dire Afrique noire, parce que même ceux qui n'ont pas la peau noire foncée comme nous autres là, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en Afrique noire, que l'Afrique est un continent de noirs à la base. Nous ne faisons qu'intégrer les autres parce que l'humanité partait de chez nous, et que nous on ne fait pas l'ostracisme, on intègre les gens. Ok? Donc on agrandit la famille si tu veux. Mais c'est pas pour autant qu'on va oublier l'origine. On va oublier les peuples, les vrais autochtones. C'est-à-dire que ceux qui étaient là en premier, avant même que l'homme sorte d'Afrique, il était en Afrique. Oui. C'est logique, non? Avant qu'il sorte d'Afrique, il est où? Il est en Afrique. Bon, ben, il était avec quelle couleur? Et même ailleurs, il a eu quelle couleur ailleurs avant de changer? Mais en Afrique, la couleur n'a pas changé. Les autres, on sait comment ils sont venus. Hein? Toutes les guerres, les famines qui emmènent des gens qui viennent se protéger. Souviens-toi de Jésus, Marie, Joseph. Bref, ils viennent se réfugier. Et c'est vrai, non? Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Et même les frères de Joseph, là. C'est vrai, non? Bah alors, donc nous, on est hospitaliers, nous, on accueille, il n'y a pas de problème. Mais dès là, à dire qu'on va oublier notre histoire, la vraie, non. Donc, il va falloir commencer à dire Afrique noire, même quand on parle de l'Algérie. Franchement, Steve, faut que comme ça, ceux qui sont contre, on les voit. Ils se dénoncent. Pendant ce temps, on a l'impression que le Conseil de sécurité pense déjà à des conflits qui pourraient avoir lieu. D'ailleurs, dans sa résolution, elle dit de répondre aux menaces imminentes de violence contre les civils, dont ils sont prêts à tirer sur les civils si un temps que les civils leur demandent de partir. Non, ils sont en train, c'est des hypocrites, ils sont en train de nier l'efficacité de l'armée malienne. C'est-à-dire que eux, ils ne regardent pas, c'est un discours otanien, oui. Ils ne regardent pas les succès du gouvernement de transition malien puisqu'il n'est pas en leur faveur. Donc eux, ce qu'ils veulent dire par là, que leur retrait va faire que la violence contre les civils va augmenter. Et là-dedans, ils n'excluent pas le gouvernement de transition, puisqu'ils ont accusé que c'est le gouvernement de transition qui était responsable des morts à Moura. Exactement. Hein? Voilà, donc reste... c'est ce qu'ils déclarent. Oui, bien sûr, ils ne changent pas leur logiciel. Hein. En fait, c'est genre négatif à 1000%. Le reste, c'est mielleux. Chez Quentin m'avait dit ça. Il était sur le plan intellectuel, mais on peut étendre son avis. Il disait que les idéologues ne font jamais des concessions de fond. Ce ne sont que des concessions de forme. Ok? Voilà. Donc ça veut dire qu'ils disent ça dans le langage, mais dans leur tête, ça ne change pas. Pour eux, le gouvernement de transition est un gouvernement à salir. Donc l'idée qu'ils laissent passer là, c'est que leur départ, eux sont indispensables. Donc s'ils partent, il y aura des violences. Et ces violences ne viennent pas que des terroristes. Cette violence peut venir aussi du gouvernement de transition. Donc à ce moment-là, ils vont entrer en jeu. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à faire la guerre contre le gouvernement de transition.
Donc, ils ont déjà acté, c'est déjà dans leur plan. C'est pour ça que je dis qu'au gouvernement de transition, que s'ils étaient armés une fois, il faut que ça 10 fois, ils doivent être vigilants. Parce que le show va commencer. Ces gens-là ne changent pas de plan. Parce qu'ils le disent à l'unanimité, le Conseil de sécurité décide en outre que la MINUSMA est autorisée jusqu'au 30 septembre 2023 à répondre aux menaces imminentes de violence contre les Il civils. faut donc les battre dès maintenant, à comprendre, la MINUSMA, on les laisse s'organiser. Comme ils ont pris acte qu'on leur demande de partir, avant de partir, et même, pourquoi pas se maintenir si jamais ils ont le dessus, ils sont prêts à faire la guerre au moment de transition. C'est ça, ça veut dire. Et je voulais dire un mot sur le Japon. Oui. Parce qu'on parle de l'Occident, mais il faut y inclure le Japon. Le Japon, c'est des traîtres, des renégats, des gens, franchement, autant j'ai de l'admiration pour les Vietnamiens, autant je suis prêt à vomir sur le Japon. Les dirigeants japonais, hein, pas le peuple. Hein. On s'entend, hein, je dis. Oui. Je parle de dirigeants. Voilà. Les dirigeants japonais, comme les dirigeants français. Voilà. Parce que les dirigeants japonais, ils ont fait une réunion. J'ai entendu Yam Tiba rappeler ça. Oui, j'étais sur le même plateau que lui. Et vraiment, c'était pertinent. Ils ont fait une réunion à Hiroshima, le G7. Oui. À Hiroshima, ils ont invité Zelensky pour parler de guerre. À Hiroshima, Steve, il y a eu quoi à Hiroshima en 1945? Une bombe atomique explosée. Qui l'a lancé? Leur chef, là, actuel, là, de l'OTAN, à savoir les États-Unis. Mais ils sont là avec les États-Unis, on rappelle pas ce mauvais souvenir, et on parle de guerre pour Zelensky. Et on fait ça à Hiroshima. Ils n'auraient pas pu faire leur G7 ailleurs, au Japon. C'est une bonne question. Mais ça, c'est même pas respecter leur propre mort. Mais franchement, pour moi, c'est à vomir. Ils sont tellement à vomir, Steve. Non, ils sont à vomir. Le gouvernement le Japon, là, la population diminue. Non, c'est la vérité. C'est pas tout. La population du Japon diminue d'année en année. On dit que à ce rythme-là, dans 400 ans, plus de Japonais du tout. Mais nous, on veut les Japonais parce que ça fait partie de la diversité mondiale d'humanité. Ok? C'est pas tout. Les Japonais ne font plus l'amour entre eux. Tu as la femme et le monsieur, ils sont mariés. Ils font pas d'enfants. Parce qu'ils font pas l'amour. Je dis même pas qu'ils n'ont pas d'enfants. Je dis ils font pas d'enfants. Mais pourquoi ils font pas d'enfants? Parce qu'ils font pas l'amour entre eux. C'est normal, ça. Allez, et dans le même foyer, ils sont mariés. Steve. Non, vraiment, j'ai pas envie de rire. Tu me fais rire. Excuse-moi. Ils sont mariés. Écoute, hein. Et ils font pas l'amour, Steve. On n'a pas dit la haine, on a dit l'amour. Et s'ils font pas l'amour, il y aura les enfants quand? Pas du tout. Il y aura les enfants. Oh, vraiment. Allez, ça va. Pour terminer, Dr Jean-Paul Bellec, le problème, la remarque qui a été faite quand même au Conseil de sécurité vendredi dernier, c'est que la France a encore parlé au nom du Mali. C'est de l'usurpation, puisque le Mali a demandé que la France ne soit plus porte-plume. Mais je ne comprends pas donc. Pourquoi est-ce que la résolution a été présentée par la France? Parce que l'ONU, on a parlé dès le début. Oui. C'est un machin du camp occidental. C'est pour cela, on peut rester à l'ONU parce qu'on garde l'œil ouvert sur eux, oui. Mais il faut créer une autre organisation à côté. Par exemple, les BRICS peuvent initier cela. D'ailleurs, je vois qu'il y a de plus en plus de demandes d'adhésion aux BRICS. Une fois qu'il y aura un certain quorum, c'est un ONU qui s'est créé là. Dans la pratique, l'ONU n'aura plus d'effet. La France n'en démord pas, finalement. Pardon? La France n'en démord pas. Elle ne veut pas perdre le Mali. Non, c'est pas ça. Non, oh, Steve, tu n'as pas vécu en France. Donc tu ne les connais pas bien, ces gens-là. J'ai l'impression. Je dis, hein, à partir où ce machin est chez eux, c'est eux qui le contrôlent. Oui. Que tu veuilles ou pas, ils vont faire une entourloupe. Et tu as dit que la France ne doit plus être le porte-plume. Oui. Mais la France sera porte-plume. Puisque c'est chez eux, ils manipulent la chose. En bas, ça, il y a un hotway. Tu comprends pas un hotway? Un condé hotway. Tu comprends? On va t'énerver davantage. Forcément. Voilà, c'est tout. Donc c'est ce qu'ils font là. Et c'est leurs habitudes. Donc on crée autre chose à côté. Oui. Au bout d'un moment, de façon effective. Oui. C'est-à-dire que de fait, c'est-à-dire que là maintenant, je ne prends plus le sens de la physique tout à l'heure. Je pense le sens du langage habituel. De façon effective, les BRICS, la nouvelle organisation, si c'est piloté par les BRICS, aura pris les relais. Et là, ça sera multipolaire, c'est que il n'y aura plus de porte-plume, toutes les voix se vaudront, il n'y aura plus de droit de veto, il n'y aura plus de conseil de sécurité limité. L'Assemblée générale aura son mot à dire. En fait, le monde du multipolaire, c'est ce que nous souhaitons. Et si on est là-bas, ça sera seulement pour avoir un œil à la fin les torpiller. Parce que si longtemps que c'est comme ça, la France, en fait, ce sont des usurpateurs. Ils ont usurpé des territoires, ils ont usurpé des langues. Ils ont usurpé des religions. Hein? Parce que je signale que, par exemple, quand on parle... prenons les États-Unis. Le territoire, c'est les Amérindiens qui étaient là. Mais ils sont où? Ils sont toujours dans les réserves au XXIe siècle.
C'est que toutes les populations venues extérieures, y compris nous autres, nos descendants, ils circulent dans le pays. Mais c'est pas le cas des Amérindiens, des vrais autochtones qui restent autochtones. Ils sont condamnés dans les réserves. Ce qu'on appelait à l'époque en Afrique du Sud des Bantoustans. C'est même plus petit qu'un Bantoustan. Un Bantoustan, c'était grand. Les réserves, tout petits, ils meurent là-bas, dans les réserves. La population diminue d'année en année. Donc, tu vois, ils ont tout fait, cette usurpation. En Australie, c'est pareil. En Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Pareil. Donc, tu peux multiplier les exemples. Merci, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir été des nôtres. Ok, merci Steve. J'aurai l'occasion de dire ce que je voulais dire, mais merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir. Je voulais juste faire un mot de chute, mais... Allez-y. Non, je le redis. Ok, c'était par rapport à ce qui se passe en France. Oui. Mais je pense qu'il y aura une autre émission. Vous aurez l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook. Et sans oublier de liker, de partager au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.